Californie, vous connaissez. Les Côtes d'Armor, je suis sûre que vous connaissez aussi. A priori, pas grand-chose en commun, si ce n'est la mer. 8700 km entre les deux. Et pourtant, vous allez voir que pour Laurent Coulombe-Labarthe, ce sont deux coins du monde très liés, très proches. Il a passé 10 ans aux États-Unis et puis il est rentré en France avec, dans sa valise, une boisson prometteuse à base de thé fermenté, le kombucha, que vous avez peut-être goûté d'ailleurs à l'espace détente. Il est revenu aussi avec une certaine approche, une certaine vision du bien-être au travail. Il va nous en parler. Aujourd'hui, sa société Biogroup, qui est basée à Erquy, connaît une croissance fulgurante. En 2 ans et demi, elle est passée de 8 à 35 collaborateurs et collaboratrices. J'espère que je ne dis pas de bêtises, vous rectifierez, Laurent. Et vous allez le constater dans cette masterclass, le quotidien de ces personnes est fait d'innovation en série, entre les nouvelles boissons fermentées, les nouveaux desserts végétaux et surtout les drôles d'idées de mon invité. Bonjour Laurent. Bonjour Justine. Bienvenue à 360 Possibles. Si j'avais fait les choses dans les règles de l'art, j'aurais dû vous présenter en disant que vous êtes président fondateur de Biogroup. Mais alors à Biogroup, on n'aime pas vraiment les titres. Pourquoi ça ? Alors on n'utilise pas beaucoup les titres en tous les cas. Vous soulignez mon voyage aux États-Unis et ces 10 ans passés là-bas, et ce que j'ai pu retenir de ce continent, de ce pays, c'est une certaine forme d'entreprise beaucoup plus horizontale que ce qui peut se passer en France, avec beaucoup moins de codes et une efficacité qui fonctionne tout autant. Donc c'est vrai que le côté formaliste, intégré, très, très structuré, n'apportait pas forcément de valeur. Et donc on n'utilise pas forcément ces codes qui appartiennent, selon nous, à un monde plus ancien, et c'est amené à se démocratiser. Alors on est peut-être un petit peu en avance de la tendance, mais... On a pas mal entendu parler dans ces masterclass et je pense dans d'autres ateliers de l'entreprise libérée. Quel lien vous avez avec l'entreprise libérée ? Parler de plus d'horizontalité, ça fait un peu penser à ça ? Alors on s'y est intéressé de près parce qu'on se sentait un petit peu différent des autres, et on s'est demandé quel était notre ADN, pourquoi on était différent, ce qu'on faisait. Et quand l'entreprise libérée, on en a beaucoup parlé il y a 3-4 ans, c'était dans tous les médias, et donc on a acheté un certain nombre de livres qu'on a achetés en 10 ou 15 exemplaires, qu'on a mis à disposition des salariés. Tout le monde s'y est intéressé. Tout le monde s'y est intéressé, tout le monde a bouquiné. Et puis on a fait venir une consultante assez renommée dans le domaine, qui était une Belge qui est spécialisée là-dedans, qui avait accompagné beaucoup d'entreprises et qui nous a parlé pendant un séminaire de 2 jours à tout le monde de l'entreprise libérée, de ses tenants, de ses aboutissants, de ce que ça impliquait. Et on n'a jamais donné suite. Pourquoi ? à cette session de consulting. Parce que la façon dont c'était présenté, ça amenait une autre forme d'entreprise structurée, en fait. Donc, nous, ce qu'on aimait, ce qui nous plaisait à vivre, c'était cette forme de modèle pas vraiment contrôlé, qui faisait du sens et qui était une succession de démarches de bon sens qui visaient à rendre la journée de travail plus agréable, le travail entre les uns et les autres plus confortable. Et il y a certaines formes d'entreprises libérées comme l'holacratie, et qui, encore une fois, on ne fait pas de prosélytisme, qui peuvent s'adapter à d'autres entreprises, mais à nous, on ne se voyait pas réinstaurer des formes alors qu'on essayait d'en sortir. Oui, c'est le côté cadre finalement, ou étiquette. Alors on va essayer de pas parler de modèle, de pas parler d'étiquette. Vous avez employé le terme d'ADN, alors je vais le reprendre parce qu'on va quand même parler des caractéristiques de Biogroup. Quel est l'ADN de Biogroup ? Qu'est-ce qui fait le cœur vraiment de cette entreprise ? Alors, puisque je vais coller au thème le grand frisson, quand j'ai eu cette société aux États-Unis pendant 10 ans, il y a des tas de trucs super aux États-Unis. Enfin, les États-Unis, c'est vaste. C'est-à-dire que qu'on soit à Dallas ou à San Francisco, on est dans 2 pays différents déjà. Il se trouve que j'étais à San Francisco. Oui. Oui. Mais j'étais à Los Angeles avant, et c'était très différent de San Francisco. Et il y a une notion d'entrepreneuriat, d'envie, de développement qui est très présente. En revanche, il y a une notion de valeur qui peut être assez artificielle et qui peut être parfois très utilisée. C'est vraiment l'extrême du greenwashing. Vous voyez, c'est la vitrine, quoi. Vraiment. C'est la vitrine. Et donc, il était important quand j'ai cofondé cette entreprise en France, de me dire qu'on allait l'articuler autour d'un certain nombre de valeurs et qu'on allait essayer de s'y tenir. Enfin, qu'on allait s'y tenir. C'est-à-dire qu'on n'allait pas commencer avec un niveau d'expectation très haut et puis ensuite le réduire au fur et à mesure des contraintes qui se posent. Donc, tout le développement de Biogroup est axé autour d'un cercle de valeurs.
Le cercle vertueux, c'est aussi pour ça que la marque s'appelle Karma, c'est-à-dire que chaque bonne action entraîne une autre bonne action. Et ces 5 valeurs sont le bio, donc tout ce qui est produit chez Biogroup est 100% bio. On ne fait pas de conventionnel et on ne fait pas de bio à minima, ou on ne fait pas de bio en utilisant des ingrédients pas autorisés dans le bio. C'est-à-dire que depuis le premier jour, on s'est interdit les arômes naturels, on s'est interdit la pectine, on s'est interdit un certain nombre d'ingrédients qui aujourd'hui rentrent dans la composition des produits bio. Donc vous allez au-delà des attentes ou C'est des ça. exigences qui pourraient du coup... Et on fait la morale à personne, ni sur le fait de ne faire que du bio, ni sur le fait d'être plus rigide sur le bio. On voulait juste, dans notre environnement, ne pas avoir à se poser de questions et à se dire est-ce qu'on fait bien. Donc on a dit qu'on allait le faire le plus extrême possible. Ensuite, on essaie de faire le sourcing le plus local possible. Alors sur le kombucha, c'est pas évident. Le thé et le sucre, on n'en a pas beaucoup en Bretagne. Le gingembre, ça doit pas être... Alors le gingembre, on travaille sur un programme avec des agriculteurs pour utiliser la chaleur des étables dans des serres, pour pas chauffer les serres avec de l'énergie. Et on a des essais. Alors ça marche mieux sur le curcuma que sur le gingembre en Bretagne. Du curcuma et du gingembre breton. C'est ça. Chouette, ça. Mais ça fait 2 ans qu'on planche dessus et pour l'instant les rendements sont pas tout à fait là, mais on bosse dessus. Donc on a un sourcing soit local, soit équitable. Et puis ensuite, on s'est posé la question on a souvent le retour notamment des consommateurs qui nous disent c'est bien beau d'aider les fermiers à 10 000 km, mais nous, on a déjà du mal en France. Et voilà. Donc notre implication sociétale dans la cité, dans notre environnement proche, depuis le début, ça a été le travail l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Et donc depuis le début, on a 3 à 5 personnes en situation de handicap qui viennent travailler chez Biogroup. Et des 5 valeur que porte Biogroup, c'est la plus dure. On en reparlera peut-être après, mais c'est clairement ce qui nous demande le plus d'énergie. On a eu des années où ils se battaient pour venir. On a eu des années où plus personne voulait venir. Il faudrait que vous nous expliquiez ça tout à l'heure. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais bon, il faut vraiment se réinventer à chaque fois. Le 4e pilier, c'est le plus coûteux, c'est notre attention à l'écologie. On fait un bilan carbone certifié par l'ADEME chaque année et on compense la totalité de nos émissions résiduelles. Pour donner un ordre d'idée, puisque parfois ça ne parle pas, on parle d'un montant qui se situe entre, je crois, 12 et 18 000 euros. Pour une société qui fait quelques millions d'euros et qui est toute jeune comme nous, c'est un montant énorme. Ouais. C'est plus que le coût de toutes les autres certifications. Et on s'associe avec, on fait faire ça par Pure Projet, qui est une entreprise fondée par Tristan Lecomte, qui avait lancé le commerce équitable dans les années, il n'est pas si vieux, mais dans les années 90. Et qui désormais replante des arbres dans les coopératives équitables. Et donc pour nous, ça faisait du sens. Il replante notamment au Pérou, là où on achète du sucre. Il aide à segmenter les parcelles, à éviter l'appauvrissement des sols et surtout à empêcher que les gens vendent leurs terres. Parce qu'une fois qu'ils compensent et qu'ils plantent des arbres, ils ont un revenu supplémentaire déjà. Ils ont interdiction pendant toute la durée de compensation de vendre leurs terres. Et le dernier point, c'est le bien-être des salariés. Ça, on va en parler un peu plus longuement après, mais c'est pas un point neutre. C'est le bien-être des salariés, oui, c'est un sujet qui revient beaucoup dans toutes les masterclass et les ateliers. Officiellement, aujourd'hui, toutes les entreprises se soucient beaucoup du bien-être de leurs salariés. C'est une bonne nouvelle. Officiellement, sur le papier, ça devrait. Vous allez plus loin quand même. Alors, donnez-nous quelques exemples. Qu'est-ce que vous faites à Biogroup pour le bien-être des équipes, des collaborateurs et collaboratrices? Peut-être que vous en avez vu quelques exemples déjà sur les images derrière nous. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu la photo où je conduisais un... Oui, vous avez plusieurs facettes. C'est vrai qu'on vous a vu tourner la pelouse et passer à la Alors, le bien-être des salariés, je pense que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent le bien-être de leurs salariés. J'étais un peu ironique pour provoquer. Ouais. Mais il y a c'est pas évident. C'est pas évident et il y a beaucoup au tout début, on a essayé de mettre en place certaines choses. On a senti que même pour mettre en place du bien-être autour des salariés, il y avait une réticence de certains salariés. Donc, ce qu'on essaye mais je crois que c'est dans le 2e chapitre, plus axé sur la peur, mais ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est assez varié. On n'est pas parti d'un modèle, on est parti de petites actions qu'on a mis en place chaque année successivement. Ça a été chaque année, on a rajouté quelque chose. Donc la première année, on a fait construire une serre qui est un jardin partagé de 90 mètres carrés dans laquelle l'année dernière, on a eu 2 tonnes de tomates. Et donc on a tous les salariés entre, on va dire, le mois de juin et fin septembre ont aubergines, courgettes, poivrons, donc, tomates. Tout le monde peut se servir. Tout le monde se sert et il y en a à profusion. L'année d'après, on a mis en place un terrain de beach volley et de pétanque pour encourager le sport. On a une yourte mongole de 50 mètres carrés dans laquelle on fait... Qu'on a vu en photo ça, c'est le miel issu de nos ruches. On a 3 ruches sur le terrain. Et cette yourte mongole,
tout s'est fait en fait. C'est une jeune entreprise qui n'avait pas beaucoup de moyens et la yourte mongole, c'est quand l'inspection du travail est venue nous voir en nous disant vous n'avez pas de locaux sociaux, vous allez avoir une amende si vous ne mettez pas tout de suite des locaux sociaux pour vos salariés. Donc on vous donne la solution, vous n'avez qu'à prendre un Algeco. Et l'Algeco, ça ne résonnait pas vraiment Biogroupe, donc on s'est dit et c'est un peu moche en plus. faut trouver autre chose. Donc on a trouvé une yourte mongole et on a mis nos locaux sociaux là-dedans. Oui, donc vous vous êtes pas dit oh super, ce serait fun, ça ferait cool d'avoir une yourte, pourquoi pas une piscine à boules et tout ça. C'est vraiment parti d'un besoin. C'est parti d'une contrainte, oui. Après on s'est dit ça aussi, mais c'est parti Oui. d'une contrainte. C'est clairement parti d'une contrainte. Et donc dans cette yourte, on a des cours de sport 2 fois par semaine, le mardi matin et le jeudi soir, et 2 séances de yoga, une le mardi midi et une le jeudi midi, de manière à permettre à chaque salarié, en fonction de son emploi du temps, de pouvoir bénéficier des cours de sport sur leur temps de travail, payés par l'entreprise. On a de la même façon fait venir un éthiopathe et un ostéo cette année. On s'est rendu compte que sur les 35 salariés, il y en avait plus de la moitié, presque les 2 tiers, qui ne savaient pas clairement ce qu'était un ostéo et qui n'avaient jamais été chez l'ostéo. Et il se trouve qu'on paye, dans les avantages qu'on donne aux salariés, on payait déjà une mutuelle pour les salariés avant que la loi change, et on a la mutuelle qui offre le plus de garanties possible. Et donc ça rembourse, je crois, 3 ou 4 séances d'ostéo par an. Donc en faisant venir l'ostéo dans l'entreprise, ils ont tous eu sur leur temps de travail une séance d'ostéo d'initiation, on va dire. Et du coup, ils ont découvert ce que c'était. Ils peuvent en profiter parce que c'est gratuit pour eux. Et il y a eu une demande émergente là, des dernières semaines. En fait, ils ont dit nous, on veut bien aller chez l'ostéo, mais ce serait bien qu'il soit là parce que c'est plus facile plutôt que de mettre les enfants à garder, etc. Oui. Donc désormais, on aura 3 fois l'ostéo qui viendra dans l'année. Et les gens peuvent s'inscrire. C'est eux qui payent avec leur mutuelle. Enfin, c'est eux qui s'inscrivent. Oui, c'est compris dans ce à mais quoi ça ils avaient facilite, droit, ça facilite leur vie. Oui. Voilà. Alors, les cours de sport, j'aimerais bien qu'on en parle. Comment c'est né cette idée? C'est les salariés qui ont émis l'envie de faire du sport sur leur temps de travail. Comment ça a commencé tout ça? Non, alors ça a été l'inverse d'une entreprise libérée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a imposé. Non pas le cours de sport, mais le fait qu'il y ait un cours de sport. Et pendant quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'étais tout seul au cours de sport. C'est énorme, 2 ans. Donc je me posais des questions en me disant mince, je suis en train de détourner de l'argent de ma société pour me payer des cours de sport alors que je fais déjà du sport et je suis pas très fan de. Je préfère les sports plus nautiques et autres. Mais j'y allais en me disant si j'y vais pas, ça va s'arrêter et puis ça sera impossible à réinstaurer. Et maintenant, ça doit faire 2 ans que j'y vais beaucoup moins. Je dois y aller 1 fois par mois. Et il y a 7 à 8 salariés minimum qui y vont, qui s'organisent avec le prof de sport s'il faut modifier l'horaire. Enfin, c'est devenu totalement autonome. Mais il a fallu quasiment 2 ans, 2 ans et demi avant que les salariés s'en emparent et viennent. Pourquoi autant de temps? Qu'est-ce qui bloquait? J'ai une salariée qui m'a dit au bout de 2 ans qu'on lui avait dit dans sa famille que si jamais l'entreprise offrait des choses, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrepartie financière, il fallait s'en méfier parce que derrière, on allait attendre quelque chose de la personne. Le piège. C'est ça. Si on te donne, on va forcément exiger de toi. Si on met le doigt dedans, après, on est pris dans l'engrenage. Donc, il a fallu du temps pour que les gens réalisent qu'il n'y avait pas d'autre attente derrière que d'offrir et en même temps, on ne stigmatise pas ceux qui ne vont pas aux cours de sport. Il n'y a pas forcément d'obligation à aller à des cours de sport, mais... Et depuis, ça fait des émules. Il y a un trail assez connu à Erquy qui s'appelle Landsee-Bruyère où il y a 5000 participants chaque année. Et l'année dernière, il y avait 12 personnes de l'entreprise qui ont couru. Et une dizaine de personnes qui ne couraient pas, mais qui aidaient ceux qui couraient. La suspicion qu'évoquait cette personne, c'était vraiment la réaction la plus partagée, vous pensez? Ou c'était plutôt de la peur du changement? Un truc bizarre qui débarque, des cours de sport, on n'avait pas l'habitude, donc on attend longtemps, on voit ce qui se passe. Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement cette nouveauté un peu bizarre où on se demande si on va, par exemple, oser se mettre en tenue de sport devant ses coworkers et devant voilà. Ensuite, quand vous avez même si c'est une entreprise horizontale, que le fondateur qui fait les cours de sport, on se dit mince, si je suis le premier à y aller, c'est pas cool. Ou alors on y va si on veut se faire bien voir. Non, ouais, ça marche pas comme ça. Non, même pas. Pas beaucoup comme ça chez nous, mais et du coup il y a un certain nombre d'étapes à franchir et de naturel à mettre en place avant que ça puisse fonctionner vraiment. Mais 2 ans, je reviens à ma question, c'est très long. Pourquoi vous les avez maintenus aussi longtemps? Beaucoup d'autres personnes se seraient dit j'ai testé 6 mois. Ça marche pas. Regardez la ligne. Oui, bah non, si, ça avait cet avantage, c'est sûr. On a maintenu 2 ans parce que, comme beaucoup d'initiatives qu'on a prises, ça prend pas au début en fait. L'une des raisons pour lesquelles c'est beaucoup plus facile de parler du bien-être au travail que de le vivre, c'est qu'on a très, très vite fait de se décourager.
C'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives qui tombent à l'eau avec une facilité déconcertante et où c'est très facile de baisser les bras. Et je dois être un peu têtu, je me suis dit que ça allait prendre. Oui, je vais vous demander où commence l'entêtement, parce qu'on peut effectivement tester assez longtemps, se dire ça va finir par prendre, et puis parfois il y a un moment aussi où c'est de l'entêtement personnel. Comment vous avez réussi à faire la part des choses? Est-ce que vous la faites? Non, je me suis dit qu'il fallait aller au bout. Et en fait, on prend l'exemple des cours de sport, mais il y a eu pas mal d'autres exemples. Et quand on voit la joie que ça procure et enfin le bien-être que ça amène, en fait, quand on arrive à faire tomber une barrière, ensuite on a plein d'énergie pour en faire tomber d'autres. Il y a un moment où ça débloque. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'innovations que vous avez mises en place qui ont suscité au moins au départ des réactions frileuses, des résistances? Oui, alors il y a notamment pour la partie bureau, alors tout le monde a très facilement accepté que tous les collaborateurs ont des chaises chez nous, je sais quoi la marque, ça s'appelle Herman Miller, enfin je fais pas de pub, mais c'est des chaises de patrons qui coûtent 1300 € et qui sont des chaises totalement ergonomiques que seuls les patrons ont normalement dans les sociétés. Fauteuil de ministre en fait. Non, c'est pas en cuir, c'est vraiment axé très ergonomie. D'accord. Et donc nous on en a maintenant, je crois qu'on en a 21. Et on n'a pas les moyens d'acheter des chaises comme ça. Donc on a une équipe de guetteurs sur le Bon Coin spécialisée en fauteuils Herman Miller cassés. Et dès qu'ils tombent en dessous de 100 ou 150 €, on les rachète et on les fait réparer. Et on a tous des fauteuils confortables. Ça, tout le monde est d'accord avec ce genre de mise en place. Oui, je comprends. Ouais. Maintenant, on a décidé, parce qu'on a ouvert la première usine en avril 2014. Et on a fait une extension chaque année depuis. Et à la 3e extension, je crois, il y avait un grand bureau qui m'était plus ou moins destiné. Et puis on avait mis des bornes électriques pour les véhicules électriques devant. Et pour la première fois de ma carrière, en 17 ans, je m'étais octroyé le droit d'avoir une voiture électrique, en l'occurrence une Zoé. Et une voiture de fonction, on va dire. Et là, je me suis assis dans ce grand bureau avec la voiture qui était garée devant, à côté de la prise électrique. Et je me suis dit, waouh, là, il y a une barrière. Ça y est, je suis le grand patron. Ça y est, ça n'a plus du tout. Et donc, du jour au lendemain, j'ai fait exactement l'inverse d'une entreprise libérée. J'ai imposé les bureaux partagés. Je crois que si je ne l'avais pas imposé, ça ne serait jamais arrivé. Parce que encore maintenant, c'est-à-dire 2 ans après ça, on a encore 10 à 15% des utilisateurs de systèmes qui ne sont pas convaincus du système. Et alors, en quoi ça consiste? C'est qu'on a mis des casiers, en gros, dans l'entrée, et que chaque personne vient récupérer ses affaires et s'assoit sur un bureau différent. Donc pas de place attitrée pour personne, c'est ça? Non, et il n'y a pas de bureau individuel, il n'y a que des bureaux par deux, et il n'y a pas de nuance cadre, non cadre, parce que j'étais visité notamment KPMG Luxembourg, où vous avez, c'est libéré et partagé, mais vous avez le niveau supérieur, exécutif. Donc là, tout le monde se déplace. Ça a apporté tellement à beaucoup de gens que même si ça a été dur, vous avez des gens qui s'assoient du coup à côté qui ne se seraient jamais parlé parce que la personne de la maintenance n'a pas de raison de partager le bureau de la personne de la comptabilité. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont des affinités, qu'ils se parlent et qu'ils échangent et ça fluidifie énormément les conversations. Après, on a appris de nos erreurs, c'est-à-dire qu'on l'a fait quand on n'avait pas les moyens de le faire. Parce que pour que ça fonctionne bien, il faut beaucoup de salles de réunion pour que les gens puissent s'isoler quand ils en ont besoin. Oui, c'est important. Il faut avoir un système de téléphone sur IP pour pouvoir loguer sur son téléphone. On ne l'a pas encore, ça arrive dans 1 mois et demi normalement. Et il faut avoir des ordinateurs, la même qualité d'ordinateur sur chaque bureau. Et nous, on avait tout acheté sur le Bon Coin, donc ce n'était pas tout à fait équitable en termes de matériel informatique. Avant, si on voulait avoir le bon écran qui fonctionne bien. Les premières réactions ont dû être assez épidermiques. Oui, il y a beaucoup de gens en fait qui aimaient beaucoup, et je le comprends, avoir leur routine, avoir le pause mug pour la tasse à café, la photo de la famille, les dossiers préparés. Ça demande réellement de changer totalement sa méthode de travail et de casser la routine. Alors la routine, c'est un vrai sujet parce qu'il y a des gens qui aiment, mais généralement, ceux qui aiment la routine n'ont pas tenté la non-routine. Et donc tenter la non-routine, c'est une expérience, c'est une aventure qui n'est pas facile à imposer parce que on m'a souvent traité de dictateur. Enfin, en imposant ce truc-là, on m'a dit « mais c'est pas possible, tu nous parles de management horizontal et tu nous obliges à tous les jours changer, casser nos habitudes ». Et je me force à croire que la créativité, le fait de chaque jour parler à quelqu'un de nouveau, s'asseoir à côté de quelqu'un de nouveau, être dans un environnement nouveau et ne pas avoir, j'ai envie de dire, son calfeutrage tout autour, enfin son petit bien-être, ça permet d'apporter quelque chose, ouais. Et notamment de la créativité. Alors sur la méthode, je viens quand même un peu vous embêter justement sur cette réaction qui vous était faite. Vous nous dites effectivement beaucoup d'horizontalité, d'autonomie, et puis en même temps j'impose, et puis
J'entends bien que ça part de vous aussi parfois. Voilà, j'étais dans mon bureau, je me suis dit non, je veux pas ça, donc je lance l'idée. C'était presque instantané. C'est une méthode très personnelle qui part de vos envies, on peut dire ça comme ça. Oui, 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 non, alors il y a peut-être une forme d'égoïsme, mais il y a surtout en fait une idée de dire que si on n'insuffle pas, en fait, il faut que les gens aient des exemples. Et on a fait lire pas mal de bouquins, moi celui qui m'inspire, qui me touche le plus, c'est le bouquin d'Yvon Chouinard qui a fondé Patagonia, qui s'appelle Let My People Go Surfing, qui est justement pas l'entreprise libérée, et qui donne des exemples. Mais tout le monde vous dira, mais les exemples dans les bouquins, c'est pas applicable. Comme beaucoup de gens qui sont venus visiter Biogroup ont dit, oui, c'est facile, tu fais du bio, de l'équitable, tout ça, parce que tu fais 1 million d'euros et tu verras quand on fera 3. Aujourd'hui, on arrive à maintenir ce cercle de valeur. Mais le fait d'imposer, alors ça c'est un exemple que j'ai imposé, mais depuis, les gens se sont empris de ça et arrivent à suggérer un certain nombre d'exemples, d'idées à mettre en place au bureau, et ça commence tout doucement à émerger des équipes. Oui, si c'était rien passé, si vous n'aviez pas imposé certaines choses, on en serait toujours au même point. C'est ça en fait l'idée. Probablement. Je peux pas dire, mais c'est ce que j'ai pensé, oui. Vous avez parlé, et j'en ai parlé aussi un peu, c'est vrai, de la forte croissance que connaît Biogroup. Ça, c'est un élément peut-être de difficulté supplémentaire parce qu'il y a déjà les changements liés à ces innovations que vous mettez en place. Mais en plus, une nouvelle usine tous les ans, ou en tout cas un nouveau bâtiment, une charge de travail aussi qui doit être conséquente. Comment vous y prenez pour que les personnes avec qui vous travaillez ne se perdent pas complètement, ne se noient pas dans le stress, dans la peur peut-être même? Alors déjà, on a changé notre méthode de recruter. Au début, on survendait la société et on décevait les gens. Maintenant, on a tendance à sous-vendre parce qu'on a eu des gens qui venaient, qui croyaient que c'était un club de vacances, d'autres qui... Et comme vous le soulignez, quand on fait 50% de croissance pendant 4 ans, c'est très dur. On ne fait pas du service. Donc ça veut dire 2 fois plus de palettes, 2 fois plus de matériel, 2 fois plus de contraintes, des normes à mettre en place. Et donc, on est en retard. Pardon, non, je surveillais l'heure, mais on est parfaitement dans les temps. C'était pas très discret, désolé. Pardon, Justine. Et donc, on a mieux recruté, c'est-à-dire qu'on a prévenu les gens que c'était dur. C'est-à-dire qu'on leur a dit, on a des conditions de travail plutôt confortables. On chasse les gens, je chasse les gens à 18h30, 19h, donc on n'a pas cette espèce de notion qui peut exister dans les cabinets conseils parisiens où il faut bosser jusqu'à 9h30, 10h pour bien se faire voir. Nous, tout le monde s'en va le soir à 18h30, 19h. On s'interdit les 2-8, par exemple. On ne reproche pas aux sociétés qui font les 2-8 en leur disant que c'est pas bien. Ça ne rentre pas dans le système de valeurs qu'on essaye de prôner, d'avoir un équilibre personnel en dehors du travail. Mais déjà, on peut pas, ça serait mentir et ce ne serait pas dans cette philosophie de dire qu'on a un succès à 100%. Donc on a, je pense, usé des gens. Il y a des gens qui sont partis et qui clairement n'ont pas réussi à s'immerger dans ce monde un peu différent où on casse les codes. Parce que, comme vous le soulignez, on n'a à la fois pas de bureau attribué, pas de... Il n'y a pas un jour qui se ressemble, il n'y a pas un mois sans que on recrute au moins une nouvelle personne. On a recruté 12 collaborateurs en 2018. Et donc, c'est ce qui faisait que c'était dur pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'ils avaient l'habitude d'avoir 3 interlocuteurs. À l'époque où on était au Zoopole, il y a une représentante du Zoopole où on a poussé les murs, mais on était 3-4, et puis c'était une grande famille, et donc c'était facile d'interagir avec les personnes en situation de handicap. Quand vous changez d'encadrement quasiment tous les mois, vous avez des gens qui se retrouvent un peu perdus. Donc on a travaillé sur l'accueil, sur la formation, on faisait 0 formation. C'est-à-dire que pendant 2 ans, les gens arrivaient, ils avaient déjà plus de travail que possible dès qu'ils arrivaient. Oui. Maintenant, on s'interdit de les faire travailler pendant 2 semaines. C'est pas la meilleure formation qui soit, mais c'est tout ce qu'on a su faire. C'est-à-dire que les gens qui arrivent pendant 2 semaines, ils font 1 semaine en ouvrier de production sur le site de boissons, puis sur le site de desserts végétaux. Ensuite, ils vont au service marketing. Ensuite, ils vont tourner avec les vendeurs, quel que soit leur boulot, qu'ils fassent de la maintenance, de la supply. Donc, c'est le mieux qu'on sache faire aujourd'hui. Pendant 2 semaines, de leur interdire de travailler dans le job pour lequel ils sont recrutés. Vous êtes 35 aujourd'hui, c'est ce que j'annonçais. L'entreprise va sûrement encore grandir. Est-ce que le modèle peut tenir avec des effectifs beaucoup plus importants? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez? Alors, non, les effectifs, on n'appréhende pas. Quand j'ai rencontré des chefs d'entreprise, ils me disaient attention, tu vas atteindre le nombre fatigue de 50, oui, tu devrais séparer sur tes 2 sites. Il y a une loi qui te permet, si tu fais un truc juridique différent, d'avoir 2 sites. Bon, c'est clairement pas notre philosophie. On est en termes de ressources humaines et d'approche, c'est ce qui m'a le plus déplu aux États-Unis. C'est que je pense que
l'aspect social est absolument horrible. On ne tient absolument pas compte de l'humain et on ne protège pas les gens au travail. La loi française, elle n'est pas si mal faite. Elle est surtout faite pour protéger les salariés parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le passé. Beaucoup d'entreprises qui abusaient des salariés et qui faisaient en sorte de les essorer le plus possible. Donc cette loi est bien faite. Et je pense que si on traite les salariés correctement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des conflits. S'il y a des syndicats, c'est bien, c'est qu'il y a une raison. Donc non, on avance assez sereinement vers le nombre de salariés et vers cette croissance. Ce qui est plus dur, c'est d'arriver à appréhender la phase de croissance d'un point de vue économique et d'un point de vue commerce. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi quasiment qu'on ne prend pas de nouveaux clients, juste pour arriver à livrer nos clients et à subvenir à la demande naturelle. Vous nous avez parlé des cours de sport, des bureaux partagés. Quelles sont les prochaines innovations? J'ai parlé même de drôles d'idées que vous avez en tête. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas de nouvelles idées. Non, mais elles ont été refusées, mes dernières idées. Ah, alors racontez-nous ça. C'est devenu vraiment horizontal maintenant. Non, j'ai proposé, c'était il y a 1 semaine, j'ai proposé une machine, j'ai découvert dans un salon une machine pour faire les jus d'orange, vous savez, comme on a dans les aéroports et dans les gares. Et ça fait partie du réflexe matin que j'ai. Moi, je me presse un jus le matin et je me disais, c'est génial, si tous les salariés peuvent avoir accès à un shot de vitamines le matin, on mettrait de la grenade, quand c'est la saison de la grenade, du pamplemousse, etc. Et j'ai trouvé une machine en plus qui permettait de pas que la peau ne rentre pas en contact avec le jus. Enfin bon, il y avait plein de bénéfices santé et c'était vraiment génial. Et j'ai dit, c'est le cadeau qu'on va faire cette année pour les salariés. Donc je l'ai présenté et tous les cadres ont dit, non, c'est pas possible, on vient d'emménager dans une nouvelle cuisine. On a encore plein de trucs à fixer, ça va pas être nettoyé, ça va pas être bien pour tout le monde, on va pas être capable de bien l'amener, donc non. Donc c'était ma dernière initiative, elle a été refusée. Et vous n'allez pas imposer là? Non, tant pis pour la machine. Non. Donc il y a d'autres initiatives qui sont proposées. Après, si on veut aller plus loin, en dehors des aspects purement matériels comme une machine à jus d'orange, si on va au bout de la démarche, moi, mes 2 souhaits le plus cher, c'est d'interdire le licenciement et d'avoir des vacances illimitées. Je pense que c'est l'aboutissement d'une entreprise dans laquelle on se fait confiance. Vous en avez déjà parlé dans l'entreprise? Oui. Quel genre de réaction vous avez refusé pour l'instant. Oui, avec quelle remarque, quel argumentaire? Avec comme remarque la peur. La peur de se dire que, et à tous les niveaux, parce que ce n'était pas que des cadres, la peur de se dire que si jamais il y a quelqu'un qui clairement nuit à l'entreprise, on ne peut pas s'en séparer. Alors que le principe même d'une entreprise, j'emploie le thème libéré, mais c'est d'une entreprise qui se veut un peu plus horizontale, c'est que si quelqu'un nuit à son équipe, à son entourage, il va de toute façon se sentir un peu exclu ou se sentir les reproches ou les regards qui pèsent sur lui, parce que clairement on met tous les autres dans l'embarras. Oui, une sorte d'autorégulation dans le groupe. Quant aux vacances, j'ai tendance à penser, cette année, on n'a quasiment pas eu d'arrêt de travail. Et quand il y en a eu, il était vraiment justifié. On a quelqu'un qui s'est coupé. Je pense que les gens travaillent beaucoup. C'est même le cœur de nos réunions. C'est comment on peut faire pour améliorer encore le bien-être. Parce que même si on a tous ces à côté, les gens sont rincés à la fin de la semaine parce qu'on a des semaines éprouvantes, parce que ça va très vite. Mais ils sont vraiment... ils cherchent absolument pas à faire d'absentéisme. Et donc, je ne crois pas que quelqu'un abuserait si on disait que les vacances étaient désormais illimitées. Voilà. Mais personne n'est prêt, à part vous. Pas encore, non. Un mot de la fin, peut-être, Laurent, avant de passer la parole au public. Est-ce que vous voudriez partager sur le bien-être au travail ou sur l'expérience Biogroup? Alors, on a bien compris que vous n'allez pas dire « faites comme chez moi, c'est super » parce que les modèles, ce n'est pas votre truc. Mais si vous avez... Non, alors je vais reprendre un mot qu'on devait dire avec... hier, à la petite table ronde qui a été annulée, qui était quelque chose qui me tenait beaucoup, qui était la notion d'engagement. Donc je dérape un peu du sujet, mais c'est... On a le droit. Quand je vois cet événement, la notion d'engagement, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait défaut. Et l'engagement pour des causes que sont l'environnement, l'engagement pour les personnes en situation de handicap, l'engagement pour une nourriture meilleure et plus saine. C'est à mon avis ce qui manque, c'est-à-dire que soit on essaie d'en faire trop, de manière très transversale, quand j'entends des modèles d'entreprises libérées et autres, on essaye de le faire sur tous les aspects. Je pense que d'avoir un engagement infaillible sur une cause et d'essayer de voir comment, de l'amont à l'aval, on peut transmettre cet engagement à ses équipes, comment on peut l'intégrer dans les équipes, dans la vie de chaque personne,
on arrive à conduire après naturellement des belles aventures, des belles histoires et un beau message d'entreprise. C'est votre cercle vertueux, c'est cette espèce de boussole à laquelle vous vous tenez depuis le début en fait, de Biogroup. C'est ça, il ne faut rien lâcher. Merci beaucoup, Laurent Coulombe-Labarthe. Justine. Je vous invite à l'applaudir.